Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre dernier épisode d'Espace News avec moi, Christophe Paget. La semaine dernière a été consacrée à l'essai en vol intégré numéro 3 du Starship. Par conséquent, cette semaine, vous avez la chance d'avoir 2 semaines de nouvelles dans cet épisode. Je vous fournirai des nouvelles de la Station Spatiale Internationale, de Sierra Space avec ses Dream Chaser, et de l'essai en vol intégré numéro 3 de SpaceX, bien sûr. Et on finira avec les lancements des 2 dernières semaines. Donc cet épisode est plutôt chargé, alors commençons. Après 6 mois passés à la Station Spatiale Internationale, l'équipage numéro 7 est prêt à partir. Après avoir échangé avec l'équipage 8, nouvellement arrivé, l'équipage 7 a rejoint sa capsule Dragon, s'est détaché de la Station Spatiale Internationale et a effectué son voyage destination Terre d'une durée d'environ 19 heures, traversant l'atmosphère terrestre à une vitesse de 28 000 km/h, dans une capsule Dragon recouverte de plasma pour finalement amérir dans l'océan Atlantique au large des côtes de Floride. L'équipage composé de Jasmine Mobelli de la NASA, Andreas Morgensen de l'ESA, Satoshi Furukawa de la JAXA et Konstantin Borisov de Roscosmos se portaient bien et étaient en route vers le centre spatial Kennedy pour des contrôles de routine et sont même retournés chez eux à présent. La préparation du Starship IFT-3 ou Integrated Flight Test numéro 3 était en cours pour le vol du 14 mars. Cela a commencé par plusieurs empilages ou désempilages du vaisseau spatial numéro 28 et du premier étage numéro 10 et le retrait de l'échafaudage sur le support de lancement, ainsi que des dispositifs d'aide utilisés pour installer le premier étage sur le support de lancement. Le vaisseau spatial numéro 29, situé à côté du support de lancement orbital du premier étage numéro 10 et Starship 28, était en cours de test avec un test d'amorçage par rotation appelé Spin Prime, où il teste le flux de carburant liquide à travers les moteurs sans l'allumage. Ensuite, SpaceX nous a offert le plus grand déluge de lanceurs orbitaux que je n'ai jamais vu, la plus grande douche de tous les temps. Cela devrait compléter la série de tests pour l'IFT numéro 3. Le premier étage et le Starship ont été équipés de systèmes automatiques de terminaison de vol et le Starship numéro 28 a été placé une dernière fois au sommet de son premier étage. Le vaisseau spatial numéro 29 a ensuite été retiré du pad B et renvoyé au site de production pour libérer le site de lancement pour l'IFT-3. Comme vous pouvez le voir sur cette image, SpaceX a recommencé à travailler au Kennedy Space Center sur les jambes du support de lancement orbital qui était en pause depuis plusieurs mois maintenant. Nous devrons donc peut-être également concentrer notre attention sur la Floride. Quoi qu'il en soit, la semaine suivante a été occupée par l'IFT-3. Donc j'ai longuement discuté dans mon épisode de la semaine dernière, avec un petit rappel plus loin dans cette vidéo. Sierra Space a montré une photo du deuxième Dream Chaser baptisé Révérence, actuellement en production avec son module cargo Shooting Star, dans leur Dream Factory au Colorado. Le vaisseau spatial servira d'abord à réapprovisionner la Station Spatiale Internationale tout en étant entièrement réutilisable. Le premier Dream Chaser a été testé dans l'installation de la NASA Armstrong en Ohio en préparation pour son lancement sur le deuxième Vulcan Centaur cette année. Ce même Dream Chaser a été finalement déplacé dans le bâtiment spécialisé sur la propulsion dans l'espace pour des tests sous vide thermique. Ce sera sa dernière phase de test dans l'Ohio avant d'arriver au Centre Spatial Kennedy de la NASA en Floride. Ariane Group nous a partagé cette semaine quelques images de son Ariane 6 où on peut voir en fait
l'assemblage du premier et deuxième étage, ainsi que le stockage des premiers boosters qui vont être utilisés pour le vol inaugural d'Ariane 6 cet été. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est en fait ce qui se passe au spaceport européen en Guyane française. Le 10 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission groupe 643 avec à son bord 23 satellites Starlink V2 Mini depuis son complexe de lancement spatial 40 à la station spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le premier étage a volé pour sa 11e fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions dans l'océan Atlantique. Les satellites ont été largués sur une orbite terrestre basse circulaire à une inclinaison de 43 degrés et une altitude de 530 km. Le lendemain, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 pour sa mission groupe 717 avec 23 satellites Starlink V2 Mini à son bord, soit un satellite de plus que d'habitude, depuis son complexe de lancement spatial 4E à la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie. Le premier étage a effectué son 17e vol et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique. Les satellites ont été largués sur une orbite terrestre basse circulaire à une inclinaison de 53 degrés et une altitude de 530 km. Le 12 mars, c'est au tour de Rocket Lab avec un lancement de son Electron depuis son complexe de lancement 1B sur la péninsule de Maya en Nouvelle-Zélande pour sa mission All Night Long. La charge utile était un seul satellite radar à synthèse d'ouverture, Strix 3, de 100 kg pour Synspective, afin de construire sa nouvelle constellation de 30 satellites pour une orbite héliosynchrone à 561 km d'altitude et une inclinaison de 97 degrés. Le premier étage s'est écrasé dans l'océan Pacifique et ne sera pas récupéré cette fois-ci. Le 13 mars, la nouvelle fusée Kairos de Space One a décollé pour son vol inaugural depuis son spaceport K2 au Japon. La fusée s'est propulsée verticalement avec succès et quelques centaines de mètres plus tard a explosé dans les airs. Vous pouviez même voir la charge utile larguée avec succès, mais pas à la bonne altitude. Lors d'une conférence de presse, il a été mentionné que le système d'arrêt automatique de vol s'est déclenché, ce qui avait fait exploser la fusée comme prévu. Cependant, la raison de son déclenchement n'est pas encore connue car cela ne vient à peine de se produire. J'espère que je vous informerai dans les semaines ou les mois à venir des résultats de l'enquête. L'espace est dur et Space One y fait face. Le même jour, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une fusée Long March 2C avec son troisième étage, 1S, depuis son centre de lancement de satellites de Xichang en Chine, avec 2 engins spatiaux de l'Académie chinoise des sciences conçus pour effectuer des tests de communication et de navigation depuis une orbite rétrograde distante autour de la Lune avec un deuxième ou un troisième satellite en orbite terrestre basse. Le vol du troisième étage n'est pas entré avec précision sur l'orbite prévue et les satellites sont donc en instance d'être désorbités. Le 14 mars, SpaceX a lancé son troisième essai en vol intégré Starship numéro 28 au sommet de son premier étage super lourd numéro 10. Le vol de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite a permis de réaliser de nombreuses premières dans le domaine des fusées et une amélioration notable par rapport à l'IFT numéro 2. Vous trouverez d'ailleurs en haut à droite de votre écran le lien de l'analyse complète de ce vol dans un épisode précédent. En résumé, le premier étage a décollé et a fait le parfait retour, probablement revenu au site d'amérissage prévu dans le golfe du Mexique, mais n'a pas réussi à ralentir suffisamment et a atteint le golfe à une vitesse de 1100 km/h. Quant au vaisseau spatial numéro 28, il a atteint l'orbite souhaitée, sa porte de soute charge utile a été testée, mais à mon avis, elle n'a pas très bien fonctionné.
et le véhicule a traversé l'atmosphère à 26 000 km/h, mais n'a pas survécu cette température, ce qui a conclu cet essai en vol. Il reste encore du travail à faire pour SpaceX, mais nous ne pouvons pas nier le fait que l'IFT numéro 3 constitue une amélioration significative par rapport à l'IFT numéro 2, donc bravo à SpaceX, et j'attends avec impatience l'IFT numéro 4, qui d'ailleurs, d'après Shotwell, se passerait dans les 6 semaines. Le 16 mars, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission groupe 644, avec à son bord 23 satellites Starlink V2 Mini depuis son complexe de lancement spatial 39 au Centre spatial Kennedy en Floride. Le premier étage a effectué son 10e vol et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas dans l'océan Atlantique. Cela fait le premier étage le plus vieux de la flotte de SpaceX. Les satellites ont été largués sur une orbite terrestre basse, circulaire, à une inclinaison de 43 degrés et une altitude de 530 km. Le 19 mars, SpaceX a lancé 22 satellites Starlink V2 Mini avec sa Falcon 9 pour sa mission groupe 716 depuis le pad 4E de la base des forces spatiales de Vandenberg en Californie. Le premier étage a volé pour sa 10e fois et s'est posé sur le drone ship Of Course I Still Love You. Les satellites ont été placés sur l'orbite habituelle. Le 20 mars, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 8 depuis son site de lancement spatial de Wenchang en Chine, avec à son bord le satellite relais Kekiao-2. Donc, Kekiao-2 fournira des services de communication pour les missions lunaires Chang'e 4, 6, 7 et 8. Le lendemain, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé une longue marche 2D, cette fois depuis son centre de lancement de satellites Jiuquan en Chine. Le 21 mars, Rocket Lab a lancé sa fusée Electron pour sa mission Live and Let Fly, également connue sous le nom de Enroll 123, depuis sa plateforme américaine à Wallops Island en Virginie. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 avec sa 30e mission de ravitaillement à la Station spatiale internationale à bord de sa capsule Dragon qui a revolé une 4e fois pour sa mission CRS-2 SpaceX 30 depuis son complexe de lancement spatial 40 à la Station spatiale de Cape Canaveral en Floride. Le premier étage a atterri de retour à la Station spatiale de Cape Canaveral. Cette semaine, je vous laisse avec une image de la caméra proche infrarouge du télescope spatial James Webb de la région de formation d'étoiles NGC 604 située dans la galaxie du Triangle, aussi connue par M33, à quelques 2,73 millions d'années-lumière ou 25,8 trillions de kilomètres de la Terre. Donc NGC 604 est estimé à environ 3,5 millions d'années. L'image montre plus de 200 types d'étoiles parmi les plus chaudes et les plus massives, toutes au premier stade de leur vie. Donc, ces types d'étoiles sont appelés type B et O. Donc, les étoiles de type O peuvent avoir une masse plus de 100 fois plus supérieure à celle de notre propre Soleil. En rouge vif se trouvent les vrilles et les amas d'émission. La lueur fantomatique blanche et bleue correspond à l'hydrogène ionisé. Les stries de couleur orange vif signifient la présence de molécules à base de carbone appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce matériau joue un rôle important dans le milieu interstellaire et à la formation des étoiles et des planètes. Donc, merci d'avoir regardé votre épisode d'Espace News. Je m'appelle Christophe Paget et à la semaine prochaine. Au revoir.